Je laisse Céline peut-être mettre en plein écran et on y va pour environ 1 heure de webinaire sur la RE 2020 et filière verte. Je te laisse la parole, Céline. Merci beaucoup, Johan. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Céline Lemasson. Je suis chargée de mission à l'ADREAL Pays de la Loire. Pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, vous avez beaucoup vu cette année ma collègue Muriel Labonne sur le volet dispositif éco-énergie tertiaire. Et moi, au sein de l'ADREAL, j'ai en charge de toutes les questions de décarbonation du bâtiment et donc de diffusion d'informations sur la nouvelle réglementation de la construction, la réglementation environnementale 2020, et sur les leviers qui permettent la décarbonation, le réemploi, mais aussi, et pour beaucoup, le levier biosourcé. Donc ce matin, en 1 heure, c'est une gageure, je dois vous présenter la réglementation environnementale 2020 et les filières biosourcées et faire des retours d'expérience. Donc vous comprendrez bien que sur 1 heure, c'est vraiment juste une première sensibilisation. Je vais passer très très vite sur certains sujets. C'est 2 jours qu'il faudrait pour l'ensemble de ces sujets. Donc voilà, on va faire en 1 heure et je vous prie de m'excuser d'ores et déjà pour les raccourcis qui seront inévitables. Petite remise en contexte, si le ministère de la Transition écologique euh, euh, travaille aujourd'hui sur le bâtiment, sur son volet décarbonation, c'est bien parce qu'il y a une réalité en cours qui est celle du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, toutes les politiques publiques de la construction et de la rénovation, les politiques publiques liées au bâtiment, elles sont prises et elles sont menées au regard des enjeux climatiques. Ceux-ci ne sont pas à venir, ceux-ci sont en cours. Et pourquoi le bâtiment s'y intéresse plus particulièrement? Parce que c'est un contributeur non négligeable au réchauffement climatique. C'est des chiffres que vous avez probablement déjà vus, qui sont présentés depuis plusieurs années. C'est un gros consommateur d'énergie, de matières premières, et c'est un gros émetteur de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc en tant que contributeur au réchauffement climatique, eh bien, évidemment, il doit travailler sur lui-même pour réduire son impact, mais c'est aussi un secteur qui subit le changement climatique. Il le subit dans ses fondations, par les modifications que le changement climatique amène sur l'environnement, que ce soit en termes d'érosion côtière, de submersion marine, d'inondation fluviale, etc. On ne peut plus et on ne pourra plus construire exactement aux mêmes endroits que par le passé, et qu'on va devoir gérer les bâtiments qui sont construits sur ces endroits désormais vulnérables. Et puis, les sols, avec le changement climatique, avec la succession de périodes de très forte chaleur, sécheresse et de fortes inondations, c'est quelque chose qu'on vient de connaître dans le mois qui est passé, où on a vu se superposer 15 jours de canicule avec une semaine d'inondation. Eh bien, ça génère dans les sols, et notamment les sols argileux, des systèmes de retrait-gonflement des argiles qui viennent mettre à mal les fondations. Donc, il faut aussi qu'on revoie la façon dont on construit le bâti pour qu'il puisse être résilient au changement climatique. Et puis, l'autre résilience inévitable, c'est celle du confort à l'intérieur du bâtiment. Jusqu'à présent, en rénovation comme en construction neuve, on pensait confort d'hiver, se protéger du froid. L'enjeu à venir, et l'enjeu aujourd'hui, c'est se protéger du chaud l'été. Et là aussi, je pense qu'en début de mois, on y a tous pensé. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que le bâtiment doit vraiment participer à la réduction de son empreinte sur l'environnement pour qu'on puisse continuer à vivre dans des bâtiments confortables demain. Donc, pour ce faire, il faut tout simplement ne pas émettre de CO2 ou, pour le moins,
émettre le moins possible de CO2 dans l'atmosphère. En France, la réglementation, elle suit un parcours du plus large vers le plus restreint. En 2015, pour ceux qui s'en souviennent, la COP21, qui s'est déroulée en France, à Paris, certains États ont pris des engagements, dont la France, de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour qu'on puisse limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc ça, c'est l'objectif le plus large, l'objectif macro. Ensuite, la France est dotée d'une stratégie nationale bas carbone qui a étudié chaque secteur d'activité français en donnant des objectifs pour chacun de ces secteurs afin que globalement, on puisse répondre aux objectifs de la COP21. Pour le bâtiment, on est sur un objectif très fort qui veut que le bâtiment doit être en décarbonation complète à l'horizon 2050. C'est un très, très gros objectif. Et l'outil opérationnel de ce gros objectif, de cet objectif extrêmement ambitieux, c'est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. C'est vraiment l'outil opérationnel qui doit permettre d'atteindre les objectifs de décarbonation. Donc, pour atteindre ces objectifs de décarbonation, la réglementation environnementale 2020 s'oriente sur 3 objectifs majeurs et 2 autres objectifs qui finalement entrent dans les 2 premiers, mais pour lesquels on a souhaité préciser parce que ça reste des points très importants. Et donc, on a voulu en faire des objectifs à part entière. Donc, les 3 premiers objectifs, c'est évidemment diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Et donc, prendre en compte les émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Ça, c'est très nouveau. La RE 2020, c'est ce qui vient compléter le code de la construction et de l'habitat, le CCH. C'est la première fois qu'on vient parler de carbone au sein du CCH. Donc, c'est vraiment la grande mutation de la réglementation. On passe d'une réglementation thermique RT 2012 à une réglementation environnementale RE 2020. Donc, très gros objectif, réduction des émissions carbone. On revient sur un objectif qui était déjà existant dans la RT 2012, qui est la sobriété énergétique. Avoir besoin du moins d'énergie possible pour l'entretien du bâtiment, ça veut dire aussi moins émettre d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on reprend les ambitions RT 2012 et puis on leur apporte une ambition complémentaire avec moins 30% par rapport à RT 2012 pour le bâtiment. Ensuite, je vous le disais en introduction, objectif de confort d'été. Les logements doivent être adaptés au climat futur. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands objectifs. Et 2 autres qu'on a souhaité écrire pour rappeler l'importance qu'ils ont sur la qualité de vie d'un bâtiment. C'est la qualité de l'air intérieur. Et quand on travaille sur des bâtiments santé, je pense que c'est un sujet qui doit vous parler. Et puis, un autre objectif qui finalement est un objectif de décarbonation, mais c'était aussi intéressant qu'on puisse le mettre en exergue, c'est favoriser les produits issus du réemploi. Donc, le réemploi, je le rappelle, c'est réemployer un matériau issu d'une déconstruction sans transformation dans sa destination initiale. C'est-à-dire qu'on prend une porte, on la réemploie en tant que porte. Voilà. Donc, je passe rapidement sur les différents volets de la réglementation environnementale. Je vous le disais, réduire encore le besoin en énergie d'un bâtiment. Ça veut dire que dans la conception du bâtiment, la conception bioclimatique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte le bâtiment dans son environnement pour pouvoir réduire les besoins en énergie pour le chauffage l'hiver et les besoins en refroidissement contre le chaud l'été. Donc, la maison bioclimatique, c'est ce vers quoi on doit absolument tendre désormais.
Donc, positionner le bâtiment sur sa parcelle pour avoir le meilleur soleil l'hiver et en même temps pouvoir s'en protéger l'été, etc., etc. Prévoir les casquettes, tous les éléments qui vont bien pour toujours réduire les besoins énergétiques. Deuxième volet, je vous le disais, c'est le volet le plus innovant, c'est le volet carbone. Contrairement au volet énergétique présenté juste avant, le volet énergétique, la RE 2020, elle est entrée en vigueur en janvier 2022 pour le logement. Elle entre en vigueur au 1er juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement. Et pour les autres bâtiments, elle entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Sur le BBio, sur le volet carbone, les ambitions et les obligations, elles sont entrées en vigueur en même temps que le texte. D'accord ? Sur le volet carbone, comme on est sur un tout nouveau volet, on va être sur des seuils de transition. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre seuils à atteindre et qui seront toujours plus contraignants dans le temps. Le seuil 2022 n'est pas un seuil contraignant parce qu'on est sur on estime qu'on doit être sur une période d'apprentissage. Donc, entre 2022 et 2024, on atteindra les seuils carbone, c'est-à-dire le bilan carbone du bâtiment, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émises par l'ensemble des composants du bâtiment. Ce bilan carbone, en 2022, il correspond peu ou prou à la façon conventionnelle de construire. Les premiers seuils qui deviennent contraignants, on va les trouver en 2025, puis 2028, puis 2031. Donc là, il va vraiment falloir changer les modes constructifs pour 2025, 28 et encore plus 31 pour pouvoir atteindre ces seuils d'émissions carbone. L'exemple, enfin le référentiel, c'est qu'en 2031, on sera globalement à moins 35% en émissions de gaz à effet de serre par rapport à la référence de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, ça veut bien dire qu'il va falloir qu'on pense différemment la construction. Comment faire pour décarboner ? Décarboner les matériaux, évidemment. Pour ça, on peut avoir recours à des matériaux qui stockent le carbone tout au long de leur vie. Donc, notamment les matériaux issus de la biomasse, les matériaux biosourcés dont on va parler tout de suite après. Des matériaux recyclés, mais surtout aussi des matériaux réemployés. Et il faudra de toute façon encourager la mixité des matériaux. Donc, on va décarboner la construction et puis on va aussi décarboner les énergies. Il va falloir privilégier des énergies qui sont faiblement émettrices en gaz à effet de serre. Donc, le gaz naturel va peu ou prou dans le temps être très, très limité dans son usage. Pour vous expliquer un petit peu comment on calcule ce bilan carbone du bâtiment, pour chaque composant du bâtiment, chaque morceau de bois, chaque bout de parpaing, chaque peinture, etc., et chaque équipement, on va analyser le cycle de vie du composant depuis l'extraction des matières premières utilisées, en passant par la production du composant, les transports nécessaires, les transports internationaux nécessaires pour la conception du composant, et quand on va parler au sein du bâtiment, les émissions de gaz à effet de serre liées au chantier, et puis aussi les émissions liées à la vie dans le logement et à la fin de vie. Et donc, l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment, c'est la somme de toutes les analyses de cycle de vie de tous les composants du matériau, du bâtiment. Et cette analyse de cycle de vie, on dit qu'elle est dynamique. Vous avez compris dans mon introduction, je repars de la COP 21. Clairement, l'urgence
de limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on limite les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous avez tous en mémoire, année après année, les rapports du GIEC qui tirent la sonnette d'alarme année après année sur l'urgence de réduire aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans cette analyse de cycle de vie des matériaux, on a pris comme convention qu'une émission de gaz à effet de serre aujourd'hui, elle est plus pénalisante que celle qui serait hypothétiquement émise à la fin de vie du bâtiment. Donc, un matériau en capacité de stocker le carbone comme un matériau biosourcé, son impact carbone, il est à la fin de vie du bâtiment. Il n'est pas au moment de sa production. Donc, du coup, avec cette analyse de ce cycle de vie dynamique, finalement, le matériau biosourcé va bénéficier d'un bonus dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, au regard, par exemple, de la production d'un parpaing pour lequel on va avoir produit du ciment, etc. Et là, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont au moment du chantier. Donc, elles seront pénalisées parce qu'elles sont aujourd'hui, là où finalement, sur un matériau biosourcé, on aura un bonus. Parce que je souhaite le préciser, l'ARE 2020 est une réglementation qui vise un résultat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une réglementation de moyens. On ne vous dit pas, vous devez mettre 20% de biosourcés dans vos bâtiments. Non, on vous demande de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, c'est une réglementation qui, dans son mode de calcul, peut bénéficier à certains types de matériaux parce que ce sont des matériaux qui sont moins émetteurs de carbone aujourd'hui. Troisième enjeu, je vais passer assez vite, c'est le confort d'été. Pour calculer le confort d'été, on a intégré dans le moteur de calcul les référentiels de la canicule de 2003. Parce qu'il faut qu'on ait des bâtiments qui puissent être confortables dans ce type de canicule. On va vraiment inciter dans le confort d'été toutes les utilisations passives ou peu consommatrices d'énergie et qui vont participer à la réduction de la sensation de chaud. Donc on va, et bien pour ceux qui connaissent les pays méditerranéens, on va revenir dans le bâtiment à les brise-soleil, les brasseurs d'air, tout un tas de solutions passives qu'on peut trouver dans les pays méditerranéens, dans les maisons des pays méditerranéens, qu'on ne connaissait pas forcément chez nous. Donc, c'est aussi tous ces outils-là qui vont être utilisés pour favoriser le confort d'été. Je vous parlais du réemploi et je vous disais que voilà, on n'est pas sur une réglementation de moyens, mais de résultats. Pour autant, si les matériaux biosourcés bénéficient d'un bonus parce qu'ils émettent potentiellement leur carbone à la fin de vie du bâtiment, le réemploi, utiliser des matériaux en réemploi, on leur attribue par convention le bilan carbone 0. Voilà, donc ils ne viendront pas pénaliser le bilan carbone de votre bâtiment. Juste quelques éléments sur le volet réemploi pour bien réemployer, parce que voilà, on voit bien qu'on va en avoir besoin dans le bâtiment demain. Il faudra en amont, lorsqu'on est propriétaire d'un bâtiment et qu'on veut déconstruire, mais justement, penser à déconstruire plutôt qu'à démolir et à déconstruire de façon sélective. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, on commence à avoir certains acteurs qui viennent construire un début de filière, c'est-à-dire des acteurs qui accompagnent les maîtres d'ouvrage en amont pour l'analyse du bâtiment à déconstruire, pour l'analyse des matériaux potentiellement réemployables. On va retrouver des acteurs comme Matière Grise sur le Maine-et-Loire ou Océan, une entreprise d'insertion sur la Loire-Atlantique. On a ensuite des acteurs qui sont des acteurs de la logistique et qui sont en capacité de
de récupérer les matériaux de déconstruction, de les stocker dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent être réemployés ensuite sur chantier. C'est le cas de Try and Collect. Et enfin, on a des acteurs comme Articonex qui, eux, sont sur la phase réemploi pour accompagner les artisans dans le réemploi. Et Articonex, par exemple, a un site Internet avec une plateforme de commercialisation de matériaux de réemploi. Ça, c'est 4 exemples d'acteurs. D'autres émergent, je dirais, jour après jour, semaine après semaine, en Pays de la Loire. Donc, cette émergence de filière, elle présage plutôt d'un bel avenir pour le réemploi. Donc, je reviens à mes matériaux biosourcés, puisqu'il est déjà 11h52. Peut-être, Johan, sur le volet RE2020, on peut faire un petit point question. Oui, on peut faire un petit point question, pas de souci. Hein. Donc, actuellement, il y a juste eu qu'est-ce que c'est CCH, c'est Code de la construction et de l'habitation, mais sinon, il n'y a pas eu d'autres questions rédigées. Le CCH, c'est donc le Code de la construction et de l'habitation. C'est le code qui donne les règles et édicte les règles pour la construction en France. Là, il y a une question qui vient d'arriver à l'instant. Hein. Donc, on entend parfois des fabricants annoncer que leurs produits sont bas carbone pour le béton, par exemple, et pour lesquels il peut y avoir des doutes. Comment seront contrôlées les déclarations des fabricants des FDES dans l'ACV qui ne sont pas toujours objectives? Alors, justement, on va revenir là-dessus. Très bien, merci. C'est vrai que je ne vous avais pas parlé des FDES. Alors, la FDES, elle ne peut pas ne pas être totalement objective. Parce que donc, la FDES, c'est la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est-à-dire, c'est un outil produit par l'industriel qui va créer un composant du bâtiment, l'industriel qui va produire un isolant, un placo, etc. etc. Donc, l'industriel va, dans cette fiche de déclaration environnementale et sanitaire, faire l'analyse de cycle de vie de son matériau et inscrire un bilan carbone pour son composant. Ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, elles sont rédigées selon une norme européenne et elles sont validées par un tiers indépendant. C'est la sécurisation que l'État a pris dans la réglementation environnementale pour qu'on puisse avoir confiance dans les chiffres apportés par les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. C'est donc la vérification par un tiers indépendant à chaque fois. Concernant plus précisément les bétons bas carbone, il existe des bétons qui utilisent des procédés qui ne font pas recours à des chauffages à haute pression, à haute température. Vous avez des expérimentations, par exemple en Vendée, qui vont dans ce sens. Donc, pour ce faire, ils vont faire, et pour prouver leur dire, ils vont rédiger leur fiche de déclaration environnementale et sanitaire, ils vont décliner leur process de production, et un tiers indépendant viendra vérifier de la véracité de ces déclarations. Sur le volet ciment, il y avait la question des laitiers, qui sont un déchet des hauts fourneaux, déchet de l'acierie, et qui n'étaient finalement pas pris en compte dans le bilan carbone des cimentiers. C'est chose bête depuis 3 semaines, 1 mois. Donc, il y a par convention une part du bilan carbone des laitiers qui vient alourdir le bilan carbone des ciments. C'est vrai que c'était un reproche qui était fait à toute l'industrie béton qui finalement utilisait pour partie un composant qui n'était pas attribué d'un poids carbone. Donc, c'est chose faite dorénavant. Muriel, juste avant Muriel, pardon, Céline, désolé. Juste avant que tu passes sur les matériaux biosourcés, il y a juste une petite question, si tu peux répondre en 30 secondes, je ne sais pas si c'est possible, mais concernant les énergies renouvelables, sont-elles associées à la RE2020? Est-ce qu'il y aura obligation d'en mettre? Est-ce qu'il y a un petit mot à dire là-dessus avant de passer
à la suite? Non, il n'y a pas d'obligation à en mettre. Il n'y a pas d'obligation, c'est sûr. Par contre, lorsque vous serez en énergie renouvelable et que vous serez en autoconsommation, la part autoconsommée ne sera pas prise en compte dans votre bilan carbone. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Je te laisse continuer. Donc, effectivement, il est midi. Je crois qu'il reste un petit peu de slides, donc ne pas hésiter. Donc, on va faire vite. Alors, en 30 minutes, on va faire les matériaux biosourcés. Donc, très vite, je passe rapidement sur le volet. Donc là, c'est la biologie de la 5e. On est sur des plantes qui absorbent le carbone pour leur croissance et qui vont le stocker. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un bilan carbone positif pour le bâtiment, c'est qu'elles viennent réduire la pression du carbone dans l'atmosphère et tout au long de la mise en œuvre du matériau dans le bâtiment. Ces matériaux biosourcés proviennent de la sylviculture, tout ce qui va concerner le bois, de l'agriculture, tout ce qui va concerner par exemple la paille ou le chanvre. De l'aquaculture, on va retrouver de plus en plus notamment de peintures à base d'algues, du recyclage. Le recyclage des cotons ou du papier journal permet de fabriquer des isolants biosourcés, mais également les écosystèmes naturels. En Pays de la Loire, nous avons du roseau et nous avons un patrimoine en chaume. On est bien là sur un écosystème naturel qui produit du matériau biosourcé. Très rapidement, et ça, que vous soyez en construction neuve ou en rénovation, vous avez, on va dire, deux familles de biosourcés, la famille des isolants industriels et puis le reste. Donc, je vais rapidement passer en revue les isolants industriels parce que là, ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'il n'y a pas de révolution. On a techniquement, sur le geste, pour l'artisan, pour rassurer vos artisans, il n'y a pas de révolution dans le geste. C'est-à-dire qu'on va avoir des isolants en vrac, des isolants en rouleau, en panneaux souples, en panneaux rigides, comme on peut connaître d'ores et déjà avec des isolants issus de la pétrochimie ou du minéral. Donc, dans le geste constructif, il n'y a pas de révolution. Par contre, on sera sur des isolants qui seront, en termes de mise en œuvre, beaucoup plus agréables, beaucoup moins irritants que ne peuvent l'être aujourd'hui une laine de verre ou une laine de roche. Vous voyez le monsieur là qui met de la fibre de chanvre main nue, vous ne le faites pas avec une laine de roche, rassurez-vous, vous n'oubliez pas de mettre vos gants, on vous le rappelle très très rapidement. Voilà, donc on est sur ce type de matériaux, et avec ces matériaux, eh bien, on va à peu près pouvoir isoler tout le bâtiment. Je dis à peu près parce qu'il y a deux, trois exceptions dont on va reparler. En tous les cas, sur une maison individuelle, vous allez pouvoir, avec plutôt des isolants rigides comme des panneaux en fibre de bois, faire une isolation thermique par l'extérieur. Vous réserverez les isolants souples en panneaux ou en rouleau plutôt pour l'isolation des murs intérieurs ou l'isolation de vos rampants sous comble. Le vrac, notamment la ouate de cellulose, très très intéressante pour une isolation des combles perdus. Et puis, je vais revenir ensuite sur les bétons de chambre. Donc voilà, donc dans une maison individuelle, vous isolez à peu près toutes vos parois avec des isolants biosourcés. Lorsque vous êtes en ERP, les différentes réglementations sismiques, acoustiques, au feu, peut limiter l'emploi dans certains usages. Si vous avez une toiture terrasse accessible, aujourd'hui, je ne connais pas d'isolant biosourcé normé pour ce type d'usage. Et puis, lorsque vous êtes dans un ERP de 3e, 4e catégorie, bien souvent, pour des raisons au feu, vous n'aurez pas toujours le bon isolant biosourcé pour l'isolation des cages d'escalier. Donc, là aussi, la mixité du matériau est tout à fait possible. Vous allez utiliser le matériau biosourcé pour l'isolation des bureaux, et puis vous réserverez un isolant minéral pour votre cage d'escalier. Je vous disais, il y a les isolants industriels, et puis on va avoir aussi des formes un peu plus
moins industrialisé. Je ne vais pas dire artisanal, mais moins industrialisé de mise en œuvre. Et notamment, vous avez le béton de chambre. Donc, le béton de chambre, c'est la chène-vode, donc le bois de la tige de chanvre, mélangé avec de la chaux et de l'eau. Donc, ça nous fait un mortier qui n'est pas un mortier structurel, c'est bien un béton, parce que la définition de béton, c'est mélange granulat-liant. Donc, on est bien sur un béton, mais on est sur un béton non structurel que vous allez pouvoir utiliser pour isoler un plancher bas comme un plancher haut, que vous allez pouvoir utiliser pour isoler des toitures ou des murs intérieurs. Il est très intéressant sur du bâti ancien parce qu'il a des qualités hygrothermiques, c'est-à-dire qu'il va naturellement laisser migrer la vapeur d'eau que l'on produit à l'intérieur d'un bâtiment. Naturellement, il va pouvoir laisser migrer cette vapeur d'eau vers l'extérieur. Donc, lorsqu'on est sur un bâti ancien, c'est tout à fait opportun d'utiliser ce type de matériaux. Et là, c'est l'exemple des cités minières dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais, en Hauts-de-France, qui, depuis 2015, ont fait le test sur un petit lot, c'était sur une dizaine de maisons. 2021, après justement ces tests et des retours d'expérience extrêmement positifs, ont décidé de passer à 50, puis 115, puis 300 logements. Donc, voilà, l'objectif, c'est une rénovation massive de ce parc avec du béton de chambre. Sur notre territoire, et pour vous dire aussi que en 2022, on n'est pas dans l'innovation avec le béton de chambre, parce que dès 2007, des acteurs du territoire, c'est-à-dire des architectes des Pays de la Loire, pour un maître d'ouvrage des Pays de la Loire, donc Saint-Étienne-de-Montluc, la collectivité, la Comcom de Saint-Étienne-de-Montluc, pour son multi-accueil communautaire, donc pour son pôle petite enfance, avait favorisé une structure bois avec une isolation en béton de chambre, qui en a fait le premier ERP de France utilisant ce matériau. C'est un bâtiment qui aujourd'hui est extrêmement performant, avec une consommation de chauffage de 9 kWh par mètre carré et par an. Donc là, on est vraiment dans la très très haute performance. Et le résiduel énergétique nécessaire est fourni par une pompe à chaleur sur géothermie. Donc là aussi, une énergie décarbonée. Donc je dirais que dans ce bâtiment de 2016, on atteint très probablement, on n'a pas fait les calculs, mais les ambitions carbone de 2025, voire 2028. L'autre matériau qui diffère du monde industriel, c'est la paille. Alors, ça sera évident pour tout le monde que la paille diffère du monde industriel. La paille, pour l'anecdote, le plus vieux bâtiment construit en paille en France, il date de 1921. Donc, il a fêté ses 100 ans l'année dernière. C'est la Maison Feuillette qui est localisée dans le centre de la France, le siège du réseau français de la construction paille. Donc, si jamais, dans le courant de l'été, vous traversez la France et vous passez par Montargis, je vous invite à vous arrêter et à aller visiter la Maison Feuillette. Vous aurez une maison en paille qui montre la durabilité de ce matériau, puisqu'on est sur un bâtiment de 101 ans avec les bottes de paille d'origine qui n'ont jamais eu besoin d'être changées. Donc, la paille, plusieurs modes constructifs sont possibles. On est toujours sur ossature bois. Donc, vous avez les 4 exemples qui sont présentés ici. Comme pour le chanvre, on est en non structurel. Donc, c'est bien l'ossature bois qui fait la structure du bâtiment et qui donc va soutenir vos planchers, votre charpente et votre toiture. On est en remplissage, en isolation pour la paille. Et donc, soit vous réalisez votre ossature sur chantier et vous venez ensuite remplir cette ossature avec des bottes de paille. La botte de paille, c'est la botte de paille. La botte de paille telle qu'elle pourrait sortir du champ, sans aucune
sans aucun amendement, sans aucun ajout. C'est juste la compression forte de la botte de paille qui fait qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, donc pas de propagation du feu possible, et qui dit absence de graines et absence d'air et absence d'espace, dit aussi qu'il n'y a pas d'espace pour des rongeurs ou d'autres petits dérangements de ce type. Voilà, donc on est vraiment sur un matériau qui n'a pas été transformé du tout, et qui donc à la fin de vie du bâtiment peut aussi tout de suite revenir, par exemple, en compost, puisqu'il n'a pas été transformé. Donc cette maison ossature bois remplissage paille, elle peut aussi se faire en atelier, en préfabrication. Ça nécessite simplement, par contre, des engins de levage pour venir apporter les murs préfabriqués directement sur chantier. Par contre, ça a deux très grandes qualités. Un, ça permet de travailler à l'abri des intempéries et donc à l'abri de l'humidité. Vous êtes le plus souvent aujourd'hui en atelier, dans l'atelier du charpentier, et l'artisan qui vient mettre en œuvre les bottes de paille vient dans l'atelier du charpentier pour le faire. Les murs sont ensuite fermés et apportés fermés, donc la paille à aucun moment ne subit les intempéries du chantier. Autre qualité, c'est qu'on est sur un chantier sec et de courte durée, puisqu'on a les murs qui arrivent préfabriqués. Donc ça, c'est les deux types de mise en œuvre qui sont en technique courante, c'est-à-dire qui sont normés par les règles professionnelles de la construction paille, dont je vous reparlerai tout de suite après. Il y a une autre mise en œuvre qui n'a pas encore de règles professionnelles, mais qui ne saurait tarder à en avoir et qui gagne du terrain et pour lequel on a de plus en plus de retours d'expérience, c'est l'isolation thermique par l'extérieur, avec des bottes de paille de plus petite taille. Enfin, on est sur des bottes de paille de 36 cm pour la construction le plus souvent, et là on passe en 22 avec l'isolation thermique par l'extérieur. Pour ceux que ça intéresse, vous avez en Mayenne une salle des fêtes qui a été isolée thermiquement par l'extérieur avec des bottes de paille. Donc ça, c'est un processus de construction et de rénovation qui vraiment prend de l'ampleur depuis 2 ans. Et puis, le dernier mode constructif, qui aujourd'hui n'est pas celui qui est le plus développé par le réseau français de la construction paille, c'est la paille porteuse, où là, c'est simplement la compression des murs de bottes de paille qui fait la structure du bâtiment. Donc, ce sont les murs de paille qui vont soutenir la charpente et la toiture. Très rapidement, pour vous dire aussi que, alors, OK, on avait un bâtiment en 1921, mais pour vous donner cet exemple de logement social réalisé dans les Vosges en 2014, donc pour lequel on commence à avoir quand même un bon retour d'expérience, où on était en R+7 sur un bâtiment passif bois et paille. Et l'élément que je trouve très, très important dans ce retour d'expérience, c'est que les charges pour un logement T4, chauffage, eau chaude, ventilation, entretien, c'est 132 € par an. Le système de chauffage résiduel et le système de refroidissement pour l'été, parce que dans les Vosges, il fait beaucoup plus froid que chez nous l'hiver et beaucoup plus chaud l'été, c'est de la géothermie. Donc, on est aussi sur une source énergétique décarbonée. Mais 132 € par an pour un logement social, c'est un levier dans l'aide à la décision qui est quand même énorme. Autre exemple, sur une maison de santé dans la Sarthe, avec ce bâtiment qui est là, vous voyez la préfabrication des murs en chantier, la préfabrication des murs en atelier, où vous voyez la mise en œuvre de la botte de paille. Donc, ça vous permet de concrètement voir à quoi ressemble une botte de paille. Globalement, on le sait à peu près. Et comment est-ce que, de façon tout à fait traditionnelle, on vient incorporer les bottes de paille dans les murs en ossature bois.
Juste sur ce bâtiment, on va être sur un prix au mètre carré de 2000 € le mètre carré, peut-être un peu plus cher que ce qu'on fera en RT 2012, sauf qu'à nouveau, on est sur un bâtiment passif. Donc, avoir un bâtiment passif, ça veut dire avoir un reste à charge énergétique tout au long de la vie du bâtiment qui n'a rien à voir. Donc, certes, l'enveloppe au moment de la construction est un peu plus chère, mais c'est tout au long de la vie du bâtiment que l'entretien sera, lui, beaucoup moins cher. J'aurais dû mettre les diapos un peu différemment. Excusez-moi. Un petit retour sur nos industriels du biosourcé pour vous montrer qu'on n'est pas sur 3 ou 4 acteurs nationaux à travailler sur les industries et sur les isolants biosourcés, mais on a un vrai maillage du territoire entre des acteurs du bois et des isolants en fibre de bois qui, évidemment, sont plutôt situés là où vous avez des grandes forêts, donc les forêts alsaciennes, le Massif central ou la forêt des Landes. Pour la boîte de cellulose, je ne saurais vous dire pourquoi, mais on a beaucoup d'acteurs sur le littoral atlantique. Sur le chanvre, 3 acteurs tout à fait importants, les chanvrières de l'Aude, acteur historique dans le renouveau du chanvre, Sotexto, à l'inverse, un nouvel acteur du chanvre, et la Cavac Biomatériaux qui est située en Vendée. Petit point sur la Cavac, puisque c'est notre acteur local, pour dire que c'est un acteur insolite, dans un sens très positif sur le chanvre, puisque c'est un acteur qui est présent sur toute la filière de l'isolant chanvre. C'est-à-dire que c'est une coopérative agricole, donc ils ont la responsabilité de la production de la plante, du chanvre. Ils ont une unité de première transformation, c'est-à-dire du défibrage entre la fibre et la chaîne VOT, donc la fibre qui servira à faire les isolants industriels, notamment le Biofibre Trio, qui est celui qui est le plus connu, et la chaîne VOT qui servira à faire dans les bétons de chanvre. Donc, ils ont l'unité de première transformation et ils ont une unité de production de l'isolant fini, de l'isolant qui est mis en œuvre. Donc, vraiment, c'est un acteur qui est complet sur la chaîne de l'isolant chanvre. Et c'est le seul à faire l'ensemble de cette filière. Voilà, juste quelques acteurs pour les Pays de la Loire. Un acteur historique en Sarthe sur la construction bois-paille, puisque ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'il travaille exclusivement sur de la maison bois-paille. Isolant Paille et Profibre en Maine-et-Loire et en Vendée, qui sont des nouveaux acteurs pour la paille, des acteurs intéressants dans le sens où il nous manquait un acteur plus industriel entre le champ, l'agriculteur, la production de la paille et le chantier, l'artisan et sa mise en œuvre. C'est-à-dire, il nous manquait un chaînon logistique. Comment contractualiser avec les agriculteurs pour mobiliser la paille tout au long de l'année, comment le stocker pour en avoir au moment où le chantier démarre, etc. etc. Comment avoir la bonne dimension de botte de paille en fonction de son projet, du 22, du 36, etc. Et donc, on a désormais, en Pays de la Loire, des acteurs qui se sont spécialisés pour répondre à ce besoin spécifique. On a Igloo, qui est un producteur de boîtes de cellulose, la Cavac, dont je viens de parler, Argilus, qui travaille sur la terre crue, et on a un des plus grands, si ce n'est le plus grand scieur français, Pifto Bois, en Vendée. Je me permets, Céline, rapidement. Donc, Jean, te remercie pour ta réponse très claire tout à l'heure sur les fiches FDES. Et avant de passer sur les bienfaits du biosourcé et les préjugés sur les biosourcés, une petite question, hein, peut-être rapidement, qui est comment est mise en œuvre la terre crue? Oui, alors, effectivement, c'est dommage. On ne va pas tout faire en 1 heure, effectivement. Non, le temps est on est obligé de se limiter. Or, je vais parler un tout petit peu de la terre crue après, mais la terre crue, donc, globalement, l'idée, c'est quand vous avez une construction
et que vous devez excaver pour réaliser les fondations de votre construction, vous avez là un matériau qui, le plus souvent, part en déchet. Ce qui est dommage, parce que s'il est analysé, et il doit être absolument analysé, il peut être mis en œuvre à l'intérieur du bâtiment. Et justement, dans la question des conditions de mise en œuvre ou des formes de mise en œuvre, c'est l'analyse de la terre qui dira quelle sera la mise en œuvre qui est possible. Vous avez aujourd'hui 6 guides de bonne pratique qui ont été rédigés par la Confédération nationale des constructeurs de terre crue, qui présentent ces différentes mises en œuvre. Vous avez l'adobe, qui est en gros le fait de monter un mur par amoncellement d'une terre plus ou moins fibrée. Vous avez le pisé qui fait du mur porteur, mais plutôt sous banchage. Vous avez, par exemple, des briques de terre crue. Et donc, chacun de ces modes de mise en œuvre dépend de la qualité de la terre. Et historiquement, vous avez en France des modes de mise en œuvre qui dépendent de la terre sur laquelle ils sont mis en œuvre. C'est-à-dire que le pisé, on va le retrouver sur le couloir rhodanien. Vous n'aurez pas de pisé en Bretagne, parce que la terre, ou en Bretagne et en Pays de la Loire, parce que la terre ne s'y prête pas et s'y prête mal. Aujourd'hui, vous avez des architectes spécialisés dans la terre à qui on demande à Rennes de faire du pisé. Et bien, les gars, ils vous disent non. Non, parce que ça veut dire que je vais devoir transformer ma terre pour pouvoir avoir la qualité du pisé, et ce n'est pas finalement conforme avec l'esprit de la terre crue. En Bretagne, on aura plutôt de l'adobe. Ce qu'on dit, parce que beaucoup de terreux disent que la brique de terre compressée est le mode de mise en œuvre qui finalement correspond au plus large exemplaire de terre qui peuvent être disponibles en France. Merci pour ce retour. Et à nouveau, sur la terre, c'est une journée. Hein. Oui, non, mais je comprends. C'était un difficile challenge que je vous avais demandé, mais on va le tenir. J'ai aucun souci là-dessus. Donc voilà, les 2 dernières parties, les bienfaits et les préjugés qui sont toujours très intéressants à avoir, parce qu'il y en a beaucoup dans ce domaine, je suppose. Voilà. Donc je vais aller assez vite sur les bénéfices, parce que je pense que pour le coup, vous les connaissez plutôt bien. La maison Feuillette que j'ai évoquée, la maison en paille, c'est la maison qui est sur cet article de La science et la vie de mai 1921, puisque cet article a été écrit au moment de la construction du bâtiment. Et j'adore le titre de cet article, qui est d'une actualité mais confondante. Fraîche en été, chaude en hiver, les maisons de paille sont avant tout économiques. Voilà. Tout le programme est énoncé dans cet article. Les isolants biosourcés. Alors, évidemment, vous avez compris qu'ils sont très différents les uns des autres et qu'ils vont avoir aussi des qualités qui seront plus ou moins importantes en fonction des différents isolants. Mais globalement, on estime que ce sont des isolants assez denses. Et cette densité, par exemple la densité d'une botte de paille ou la densité d'un mortier de chambre, va favoriser ce qu'on appelle le déphasage, c'est-à-dire le moment, le temps entre lequel l'isolant va capter la chaleur au pic du midi et le moment où l'isolant va le relarguer à l'intérieur du bâtiment. Si ce temps de déphasage est de 8, 10, 12, voire 14 heures, comme ça peut être le cas avec les différents isolants biosourcés, eh bien, vous allez arriver finalement en soirée à un moment où naturellement, vous allez pouvoir ouvrir les fenêtres et le moment du relargage va aussi correspondre au moment où la température extérieure, normalement, est redescendue. Donc, du coup, ça va vraiment participer au confort d'été. 40 cm de boîte de cellulose en comble perdu, mais c'est 12 heures ou 14 heures de déphasage. Donc, vous arrivez en soirée et la chaleur, elle est directement renvoyée par la toiture. Et je le dis en connaissance de cause parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans mon pavillon Mâche-Fer des années 40. Et il y a un mois de ça, j'étais très, très contente de mon isolation de comble. La perspirance du mur, je vous en ai parlé
tout à l'heure pour le béton de chambre, si votre mur, notamment votre mur ancien en terre ou en pierre, vous lui, comme on l'a beaucoup fait dans les années 50, 60, vous lui adjoignez à l'extérieur un enduit ciment complètement imperméable, et bien toute l'humidité de l'intérieur du bâtiment qui migre naturellement à travers du mur, et bien, va rester prisonnier du mur et va dégrader le mur. Si au contraire, vous utilisez un matériau naturel qui respire et qui laisse respirer le mur, mais cette humidité, elle va traverser le mur et vous assurez, vous garantissez la durabilité de votre mur. Donc, en rénovation, c'est vraiment un sujet important. L'acoustique, et là, du coup, je ramène de la terre, parce que la terre n'est pas un isolant thermique. Par contre, la densité de la terre, va vous partager au confort d'été parce que du coup, là, c'est l'inertie thermique de la terre qui va être très, très intéressante pour le confort d'été. Mais également, cette densité du matériau va participer à l'absorption des bruits aériens. Donc là, on est sur un bâtiment de la petite enfance. D'un côté, vous avez une zone de sommeil pour les tout petits et de l'autre côté, une zone d'activité. Eh bien, entre les deux, le cloisonnement, il est fait avec des isolants textiles qui sont très bons pour l'acoustique et des briques de terre crue. Et puis, évidemment, il n'y a pas que l'isolant dans la vie. Tout l'aménagement peut se faire avec des matériaux biosourcés, les peintures naturelles, où vraiment il n'y a pas de COV, on est à 0,0000, et qui permettent d'entrer dans un bâtiment sain. Et puis également des sols à base de lin, de liège, etc. Deux exemples, la maison de santé de Châteauneuf-sur-Sarthe, où là on a fait un mix de matériaux en peinture naturelle, en isolant biosourcé, mais également avec des ateliers Airbat financés par l'ADEME pour sensibiliser les acteurs du bâtiment tout au long du chantier à la bonne qualité de l'air intérieur du chantier, parce que finalement, c'est bon pour leur santé en tant que compagnons, mais c'est également bon pour la qualité de l'air intérieur sur toute la vie du bâtiment à venir. Les préjugés, parce qu'il me reste 5 minutes. J'ai une petite question, Céline, avant, désolé, mais elle est intéressante, peut-être compliquée. Le déphasage correspond-il à l'inertie thermique? Non, ce sont deux notions différentes. Et d'ailleurs, malheureusement, dans la RE 2020, autant l'inertie thermique est bien pris au compte, autant le déphasage ne l'est pas. Donc, l'inertie thermique que vous allez retrouver avec du béton, avec de la terre crue, pourra être calculée et pris en compte dans la RE 2020 sur le confort d'été. Malheureusement, le déphasage, lui, ne pourra pas l'être. Et là, c'est pareil pour expliquer plus avant, c'est trop compliqué. Merci. Oui, les matériaux sont assurables, c'est-à-dire que vous avez dans la construction française un domaine qu'on appelle traditionnel et non traditionnel. Dans le domaine traditionnel, c'est là où on va retrouver les normes, les DTU, les recommandations professionnelles RAGE et les règles professionnelles. Et puis, vous allez également avoir une technique courante qui est donc toute la partie qui va être assurable, dans laquelle on va retrouver tout le domaine traditionnel, plus des avis techniques ou des attestations d'expérimentation, qui, lorsqu'ils sont reconnus par les instances nationales dans lesquelles on va retrouver l'Agence Qualité Construction ou le CSTB, eh bien, toutes ces techniques-là pourront être assurées. Et donc, on a des règles professionnelles pour la construction paille, on a des règles professionnelles pour le béton de chambre, et on a des avis techniques pour à peu près tous les isolants. Maintenant, il faut que votre bâtiment soit conforme au mode constructif qui est régi par les règles professionnelles. Aujourd'hui, pour la construction en paille, on est sur du R+2 avec une hauteur maximale de 8 mètres, qui est la hauteur de l'échelle des pompiers. Si vous êtes au-delà, vous êtes hors technique courante. Pour autant, vous pouvez construire. On peut toujours construire hors technique courante. Maintenant, quand on est hors technique courante, ça veut dire qu'il va falloir avoir probablement un calendrier un peu plus long parce qu'on aura des essais complémentaires à faire. Mais pour tout vous dire, je suis aujourd'hui à l'École supérieure du bois parce que ce matin, j'assistais à une matinée organisée par un bureau de contrôle, la Socotec, et qui était intégralement
destinés aux matériaux bois et biosourcés. Donc, vous voyez bien que, et c'est comment est-ce qu'on arrive à construire et quels sont les points de vigilance et comment on peut faire et comment les bureaux de contrôle, on peut vous aider à construire en matériaux biosourcés. Donc, vraiment, il y a un changement de mentalité sur ces questions-là. Et surtout, le propos introductif de la Socotex ce matin, c'était que les contrôleurs techniques sont frileux à l'innovation, c'est de la légende urbaine. Voilà, donc je retiens ce terme. C'est une légende urbaine. Ils ne sont pas opposés à ces modes constructifs, bien au contraire. J'ai trouvé ça très intéressant. Non, ils ne s'embrassent pas. Comme le bois, ça peut se consumer, mais ça ne s'embrasse pas. Et ce que je veux surtout dire au travers de ça, c'est que pour qu'ils soient en technique courante, pour qu'ils soient en technique courante, ça veut dire qu'ils sont conformes aux exigences du Code de la construction et de l'habitat. Ce qu'il faut se dire, c'est que surtout, dans le Code de la construction et de l'habitat, on n'amoindrit pas les exigences, et l'État n'amoindrit pas ses exigences de sécurité incendie, etc., pour les biosourcés. Bien au contraire. On leur demande de prouver qu'ils sont conformes aux exigences. Et s'ils le prouvent, eh bien à ce moment-là, ils peuvent entrer en technique courante. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont aujourd'hui en technique courante, c'est parce qu'ils l'ont prouvé. Le surcoût. Alors, le surcoût, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce qu'il faut retenir ici, c'est un petit travail qui a été réalisé par mes collègues du GAL-Sud-Mayenne. Et je les remercie de m'autoriser à utiliser leur retour d'expérience. En gros, pour tous les accompagnements qu'ils peuvent faire de rénovation de bâtiments anciens, déjà, dans le marché public, ils conseillent leur maître d'ouvrage pour que le matériau biosourcé soit en premier choix et non pas en variante. Une variante en conventionnel, pas en biosourcé. Et ça leur permet de comparer les coûts des matériaux. Et en fait, ils avaient fait, alors cette étude, elle date déjà il y a 3-4 ans. Ils avaient fait ces ratios en disant, effectivement, au coût au mètre carré, on constate un surcoût entre 1 mètre carré d'un isolant biosourcé versus 1 mètre carré d'un isolant minéral. Maintenant, rapporté au lot isolation, ça représente quoi? Puisque dans un lot isolation, vous avez du placo, du raillage, tout un tas d'autres matériaux qui seront présents quel que soit le type de matériau isolant industriel. On est bien là sur des isolants industriels. Et en fait, on se rend compte que de 15%, on passe à 3%, parce que finalement, le reste du lot isolation, il reste le même. Et puis qu'à l'intérieur de la rénovation globale d'un bâtiment, si je prends simplement l'isolation thermique par l'intérieur du premier bâtiment, par rapport à la rénovation globale, eh bien, le surcoût, il était de 0,50%. C'est plus un surcoût qui pourrait être un frein à l'utilisation de ces matériaux. Voilà, ça c'est déjà replacer le mètre carré du matériau isolant par rapport à l'ensemble des travaux à prévoir. Et puis ça, c'était il y a quelques années. Et puis nous, avec Muriel, dont parlait aussi Johan tout à l'heure, sur l'isolation et la rénovation des bâtiments de l'État, on a eu affaire sur un bâtiment nantais à une entreprise à qui on avait demandé 2 devis. Et clairement, elle ne connaissait pas les matériaux biosourcés. Ce qui fait qu'elle nous a proposé un devis laine de verre, laine de roche, une combinaison laine de verre et laine de roche, et avec une combinaison ensuite laine de chanvre, fibre de bois, qui était quasiment x2. Donc, on est allé chercher d'autres artisans en capacité de nous proposer des devis. Et en fait, on a trouvé des artisans qui connaissaient les matériaux biosourcés. Et comme ils les connaissaient, ils ont déjà des professionnels formés, ils ont déjà les outils de coupe. Et en fait, on s'est retrouvé sur un projet à 10 000 € avec une différence de coût de 400 €. Donc, voilà, il n'y avait plus de question de surcoût. Avec en plus une entreprise qui avait bien pris soin de nous indiquer dans son devis biosourcé qu'elle allait enlever l'ancienne laine de verre et non pas réinjecter par-dessus, ce qu'avait pas fait la première entreprise. Donc en plus, en termes de qualité de la rénovation, le professionnel avait tout compris. Donc voilà, aujourd'hui, il faut aller chercher les professionnels formés, et il y en a de plus en plus, parce que ceux-ci, n'ayant pas de crainte, connaissant les matériaux, ayant déjà les outils de coupe,
eh bien, ne vont pas surcoter par précaution. Et dernière chose, et je m'arrête là, juste pour dire qu'on trouve des matériaux biosourcés, puisque aujourd'hui, des grands acteurs de la GMS, enfin des grands magasins et grandes surfaces de bricolage, comme Point P, ont des catalogues spécifiques biosourcés. Et je voudrais dire un dernier mot, et Juliette Lavis de Novabuild est avec moi aussi, parce que je ne vous ai pas parlé finalement des acteurs présents en Pays de la Loire, mais pour vous dire que depuis un an, un collectif des filières biosourcées s'est créé en Pays de la Loire. Bonjour Juliette, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, ce collectif, il est copiloté par l'Adréal et Novabuild. Et du coup, Juliette, si tu veux dire quelques mots du collectif. De l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire, et on les accompagne sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Et plus particulièrement, on mène des actions sur ce qu'on appelle A2BC, atténuation, adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Et c'est dans le cadre de ce dernier volet qu'effectivement, on a été amené, depuis maintenant 10 ans que je suis chez Novabuild, à travailler régulièrement sur la promotion des matériaux biosourcés et des acteurs du biosourcé en lien avec les différentes structures existantes, et notamment avec Fibois, qui représente la filière bois en Pays de la Loire. Et à un moment donné, on s'est dit quand même, pour faciliter la visibilité et la promotion de ces matériaux-là, pour les maîtres d'ouvrage notamment, qui se posent des questions, ça serait bien en fait que toutes les filières, on puisse en fait les mettre sous une même bannière. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé une marque qui s'appelle le Collectif Biosourcé Pays de la Loire, il y a un an, avec dans l'idée d'avoir une porte d'entrée unique pour les maîtres d'ouvrage qui ont envie d'aller vers le biosourcé, mais qui ne savent pas encore forcément s'ils veulent du chanvre, de la paille, de la terre. Ils n'en sont peut-être pas encore là. Ou alors, pour donner un premier niveau d'information, comme ce que Céline vous a fait ce matin, avec vraiment un panorama très, très général. Donc, ce collectif, il a comme vocation à apporter plus de visibilité aux actions qui existent déjà et aux acteurs qui existent aussi, et à mener des actions transversales, comme la première qu'on nous demande beaucoup, la réalisation d'un annuaire des acteurs sur ces questions-là qui devraient être en ligne pour la rentrée. Voilà, ça c'est un travail qu'on mène à l'Adréal avec le collectif. Il y a aussi un travail. Voilà, et ça, il sera mis en ligne. Et juste, je vous ai partagé le logo. Donc, si vous voyez ce logo, vous saurez que c'est une action qui est menée par le collectif. Voilà, on va essayer au fur et à mesure qu'on a des actions les uns les autres à les mettre sous cette bannière-là pour avoir une porte d'entrée commune. Alors, il n'y a pas de structure, ce n'est pas une association. Il n'y a pas de site internet, pas de salariés. Donc pour l'instant, c'est surtout l'Adréal, Novabuild et Fibois qui sont les principales portes d'entrée. Il faut savoir qu'au sein de ce collectif, on regroupe donc le collectif paille armoricain pour la filière paille, le collectif des terreux armoricains pour la filière terre, construire en chanvre pour le chanvre, le parc naturel régional de la Brière pour la filière roseau, Fibois donc pour la filière bois, l'Adréal et la région, Novabuild et Ecobat, surtout le volet formation. Donc effectivement, tout à l'heure, on parlait d'avoir des acteurs qui connaissent déjà les biosourcés, qui sont formés. Il y aura cet annuaire, ce collectif qui permet d'avoir cette vision un peu transversale, parce que oui, il y a des professionnels qui savent faire. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, on a même un très bel écosystème. C'est pas bien de se comparer aux autres, mais on a de la chance, en tout cas, en Pays de la Loire, on a des acteurs qui sont très moteurs, qui permet quand même aujourd'hui, dans l'annuaire, on en est à quasiment plus de 400 acteurs recensés. Sachant que tous ne le sont pas, parce que typiquement, moi, je sais que tous mes bureaux d'études environnementaux et architectes qui mettent en œuvre du biosourcé ne sont pas forcément encore identifiés dans cet annuaire. Ça va aller croissant. Exactement. Donc, en fait, il y a encore beaucoup de marge de progrès. Donc, effectivement, sur toute taille de projet et à toute échelle.
voilà, je n'aurais pas trop débordé. Non, Si vous avez des questions, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Johan a mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Et puis, progressivement, ce collectif va prendre de l'ampleur en visibilité parce qu'en fait, les actions sont déjà là, mais de façon un peu éparse. Merci beaucoup, Céline et Juliette. Belle performance d'avoir fait ça en 1 heure et quelques minutes. Je vous ai mis dans la boîte de dialogue quelques liens de la base documentaire de la MAPES qui permet d'avoir d'autres infos sur les isolants biosourcés, sur aussi le bois en intérieur, sur la qualité de vie et le bien-être des résidents, qui permet aussi de capter les bactéries. Enfin, voilà, on parle de QAI, le monde de la santé, c'est aussi très important. Donc, il y a un autre webinaire qui existe sur la santé et le bois en intérieur, plutôt sur des bâtiments sanitaires et médico-sociaux. Fibois a des catalogues avec des retours d'expérience sur des bâtiments de ce type. Donc, voilà, je vous ai mis les liens. Vous aurez ça dans le mail que je vous envoyais aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne connaissais pas grand-chose là-dedans et c'était, je trouvais très clair et ça balaye bien l'horizon de tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il y a à faire, en tout cas, sur ce domaine qui va être de plus en plus important, effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez encore quelques petites choses à dire. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est t'envoyer, Johan, quelque chose qu'on a conçu avec Juliette pour le Carrefour international du bois qui s'est tenu les 1er, 2 et 3 juin dernier. C'est-à-dire une petite plaquette avec les différents acteurs et leurs voilà, que Juliette. Les contacts. Voilà, on est raccord grave. Et du coup, comme ça, Johan, tu pourras la diffuser à tous les participants. Et c'est déjà avoir les contacts des premières structures ressources en Pays de la Loire. Très bien. Je joindrai ça au mail et puis je mettrai ça aussi dans la base documentaire. Comme ça, il y aura les premières infos. Merci encore pour tout. Vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je coupe l'enregistrement de mon côté.